Un des enjeux, par exemple, c'est comment la maladie affecte leur vie au quotidien. C'est tout l'enjeu autour de risques de contamination, comment ça impacte leur qualité de vie en termes de méfiance, bien-être, de protection sur protection. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément très bien documenté. La maladie cœliaque, elle touche à différentes étapes du cycle de la vie. Je pense qu'on devrait aussi s'attarder davantage à toute cette clientèle qui présente des vulnérabilités, des clientèles qui ont une difficulté financière à se procurer des aliments sans gluten, qui dépendent d'une offre alimentaire sur laquelle ils n'ont pas de contrôle. Je crois aussi beaucoup à apprendre sur les conséquences de la maladie cœliaque et l'impact sur les gens et leur quotidien. Dans quelle mesure est-ce qu'ils sont habités quotidiennement par un double fardeau, celui d'être atteint d'une maladie, puis peut-être celui d'envisager des comorbidités, d'envisager des complications, d'être en hypervigilance constante par rapport à leurs apports alimentaires. Donc la première chose, c'est le délai au diagnostic. On voudrait que ce soit le plus court possible. Ensuite, il y a un autre indicateur crucial toujours autour du diagnostic, c'est les taux de dépistage. Ensuite, il y a des indicateurs qui sont importants, comme des éléments en lien avec l'observance, tout ce qui est l'accessibilité aux produits. Et puis finalement, un indicateur qui est aussi important, c'est tout ce qui concerne les patients qui ont des formes qui peuvent être résistantes, donc de pouvoir les suivre, d'avoir une idée de qu'est-ce que ça représente comme incidence ou prévalence. Mais la maladie cœliaque ne laisse pas de répit. Donc, de faire ressortir le quotidien de ces gens-là, du lever au coucher, dans leur milieu social, dans leur milieu familial, de la décision ou de l'intention de consommer quelque chose jusqu'à le ressenti de tous les symptômes qui sont ou non associés à nos apports alimentaires, mettre le doigt sur ces aspects-là, pour moi, ça fait partie des données auxquelles il faut être créatif dans la façon d'amener ça aux décideurs publics. Peut faire penser que c'est une maladie qui n'est pas importante. Or, avec ce qu'on voit au quotidien dans nos cabinets médicaux, c'est une maladie qui a un poids sur les familles. Et ces données-là, de pouvoir les quantifier, va être un élément important. On parle quand même d'une maladie, 1%, c'est un chiffre qui peut paraître brut prononcé ainsi. Moi, je croirais que du côté de l'impact de la maladie sur tous les facteurs associés à des dimensions psychosociales mérite beaucoup, beaucoup de recherche. La recherche commence à nous révéler l'ampleur de la détresse psychologique, de l'anxiété, du stress, même des troubles de conduite alimentaire. Les priorités des patients ne sont pas toujours celles des soignants. Et d'avoir leur voix, c'est déjà identifier vers quoi on doit poser les questions de recherche. Donc, on les appelle les patients partenaires de recherche. Donc, il faut pouvoir les impliquer. Le financement est nettement insuffisant en ce moment. L'étendue de la recherche portant sur la maladie cœliaque peut partir de la recherche qualitative et se rendre jusqu'à la recherche fondamentale. Elle doit inclure à la fois les sciences médicales, mais aussi les sciences sociales. Dans 5 ans, on pourrait dire effectivement, les patients, à travers les circuits qu'on a identifiés via la recherche, on peut, par exemple, permettre à ces patients d'accéder à des ressources beaucoup plus facilement. Parce que c'est aussi à travers la recherche qu'on peut planifier, bâtir des programmes d'implémentation de structures qui facilitent pour les patients l'accès à des produits, etc. Donc la recherche peut faciliter beaucoup de choses dans la qualité de vie des patients, mais aussi faciliter pour les soignants cette collaboration qui permet de prendre en charge les patients de façon efficace.